bienvenue à cette Curious News, nouvelle de la semaine. Il y a des infos super intéressantes, comme ce que je vous montre juste derrière moi, qui s'appelle Salut Salut qui s'appelle Stitch. Stitch, si vous connaissez. Allez, on démarre la Curious News avec du lourd, du très très lourd. Je sais même pas si c'est copyright ça. Non, on démarre la Curious News avec des infos autour de Claude 4, vous avez peut-être entendu parler. On va parler aussi de OpenAI qui se fait un peu passer devant pour Microsoft. Microsoft est en train de choisir Anthropic. On va parler aussi de budget IA faramineux, ça va être intéressant. De Microsoft Reactor, des SWE, si vous connaissez, je pense que vous connaissez, de Gemna 3N. Il y a un peu moins d'infos autour de l'IA, ça va faire du bien. On va parler aussi de Rich Harper, d'exemples de code qui peuvent être inspirants pour vous. Et on va parler de Scout. On va aller ensemble en Scout. Et on va faire aussi un peu d'event et je vous parlerai un peu de sujets un peu plus à discussion. Hein. On verra si ça vous intéresse. Des sujets comme c'est la fin de notre dev, on en a déjà parlé, on va en reparler. Et puis aussi, est-ce que le télétravail c'est vachement bien? Il y a une étude qui est sortie. Et enfin, ça serait peut-être pas les devs qui vont être remplacés par l'IA, mais par plutôt les managers. Voilà le sujet de fin. Donc si vous restez, on en discutera à la fin. C'est parti, on démarre tout de suite. Et je devrais mettre une musique là, tout. Ok, c'est parti. Alors, je vais voir si vous me voyez bien, parce que j'ai l'impression que c'est pas réactualisé là. Je vais voir ça du côté YouTube. Est-ce que ça fonctionne bien? Connexion excellente. Ouais, c'est parfait. Eh bien, c'est parti. Alors, on va parler d'abord, il y a moins de sujets, hein. Vous allez voir, ça a changé de la semaine dernière. On va parler des SWA. Je ne sais pas si vous connaissez SWA, SWA. Donc, on va parler de ce site-là. Donc, il y a un SWA, c'est pour software, hein. Software Agent en fait, hein. Donc, pour vraiment faire original. GitHub Copilot, un monde agent qui va bientôt piloter le dev et nous serons copilot. Ouais, si on voit bien tes lunettes. Ah, c'est cool, salut. Merci pour la discussion. Ta première sur le chat sur Twitch, c'est top. Bon, cool. Génial, mais en fait, le retour me disait pas ça sur YouTube, c'est pour ça. Alors, on va aller voir ça, on parlera de Stitch juste après. Donc, il y a on va dire, un livre blanc, une info qui est sortie là, c'est un papier hein, qui est sorti sur comment mettre en place des systèmes automatisés qui vont remplacer les devs, grosso modo, des SWE agents. Et donc, vous savez que c'est aujourd'hui la très grande mode, c'est que ils ont compris qu'on pouvait aller très bien tenter de nous remplacer, et ils cherchent de plus en plus, grâce aux LLM, donc tous les LLM qu'ils appellent, à optimiser ça. Vous le savez, ça fait depuis un moment que j'en parle sur la Curious News, et vous l'avez suivi depuis les débuts de l'arrivée de ces systèmes-là. Donc ce système d'agenting se renforce, et donc là, il démontre en fait comment le mettre en place, et comment on peut réussir à interagir pour essayer d'améliorer ça. Vous l'avez vu sans doute avec Cursor, avec Windsurf, avec VS Code aussi depuis la version 99. D'ailleurs, la 17.14, j'en avais parlé la semaine dernière, qui est en bêta sur cette partie aussi, qui est arrivée, donc ça c'est top. Et ils expliquent en fait comment mettre en place ce système-là et développer des SWE sur lesquels on peut s'appuyer et avoir confiance. Mais on verra, je vous parle d'un petit sujet qui est revenu là-dessus sur plus les IA se disent intelligentes, plus, en tout cas on leur dit intelligentes, moins elles sont fiables. Et j'en avais déjà parlé il y a un bon paquet de temps de ça. Donc voilà, comment on peut mettre en place des setups, hein, donc avec des datasets, un système de tunneling si on veut, de comment on peut avoir des résultats pour analyser ça, et voir un peu ce système où on voit bien qu'il y a de résolution, on voit bien quand même que c'est pas très haut hein, sur les systèmes, et on n'est pas sur des choses extraordinaires hein, sur les benchmarks. Hein. Donc on a encore de beaux jours devant nous, et j'en discutais encore avec des personnes que j'ai formées la semaine dernière, clairement, et même cette semaine, clairement, c'est pas prêt d'arriver dans certaines entreprises, quoi. Et en bien ou en mal à discuter. Donc voilà, voir comment on peut faire avec du summarize, de l'itérative. Allez voir, hein, c'est assez sympa ce papier-là, donc c'est sur arxiv.org. Donc si ça vous intéresse que je vous donne le lien, je vous le mettrai. Et voilà, ce que ça peut donner, le taux d'échec, vous voyez, il y a quand même pas mal, c'est tout ce qui est incorrect implementation, hein, le pire, hein, ce qui est le pire. Aussi pour éditer, hein, qui est comme problème, et vraiment le pire, ça va être fail to recover from edit. Donc c'est assez sympa de se dire que voilà, il y a des échecs par là. Vous l'avez sans doute vécu vous aussi à travers les VS Code ou Cursor. Alors on va continuer à parler des SWE et je vous parlais de SWE Bench. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est assez sympa. Ça permet de vérifier en fait tous ces agents dits développeurs, hein, software engineer soi-disant, et de les comparer. Et aujourd'hui, clairement, les SWE agents plus Claude 3, c'est ceux qui performent le plus. Alors vous voyez qu'on n'est pas non plus sur la performance extraordinaire. Hein. Dernière date, c'était du 26 février, donc il faudra re-questionner avec la Claude 4 qui vient d'arriver. Mais clairement, on est sur des perfs assez hauts sur SWE, sur Dars, que je n'ai jamais testé. Et on voit aussi avec Codact, donc c'est aussi un sonnet, où on est 41% de résolution.
Donc on n'est pas non plus sur des choses extraordinaires, hein. C'est en gros une chance sur deux que ça fonctionne. Et on voit que tout de suite après, ça descend vite, hein. Ça descend vite, 37, 33. GTP4, on a 28 là sur Coder. Et puis on est parti, on va voir le plus bas là ici, c'est Moathless que je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais testé, avec DeepSeek. Hein. Soi-disant DeepSeek est l'un des meilleurs, mais je pense que les tests sont pas encore, il faudrait les réactualiser. Ça s'est mis à jour. Et on voit que là, les derniers tests sont de l'année dernière, donc je pense pas qu'on peut vraiment s'y fier sur ça, alors que celle-là, on peut un peu plus s'y fier. Rappelons que Outro Mini est pourtant dit avec un système de approfondi, et puis bah, on voit qu'il est qu'à 32% de résolution. Voilà, on le vit bien, hein. Dès que le contexte commence à prendre un peu d'ampleur, c'est parti, ça résout pas super bien, et ça va pas super bien au niveau pourcentage. Donc bah voilà, on essaye de voir que, en tout cas, ça peut nous aider, on peut se le voir aussi une chance sur deux que ça nous aide, quoi. Donc on peut déjà faire 2 fois plus de choses. Hein, souvent c'est vu comme ça, ou on peut faire 2 fois moins de travail, ça j'y crois pas. Voilà, donc c'est intéressant. Allez voir SW Bench, hein, qui est intéressant. Et bah, je vais en suivre tout de suite avec le SWA Smith, Smith comme Mr. Smith. Cette idée, en fait, c'est d'aller développer tout un système d'entraînement des agents pour qu'ils soient plus performants. Donc un système de tunneling. Allez voir SW Smith qui permet de faire ça. Ça permet de scaler toutes les données pour aller entraîner vos agents et voir comment vous pouvez mettre en place ça avec un repo qui a été créé dédié pour ça, qui s'appelle donc SWA Smith, qui est entraîné sur de la partie Python. Et pour aller voir ça, de comment le tunneler ici. Et il permet de créer un nombre illimité de bench, hein, pour toute la partie vérification et de voir les performances par rapport à ça. Donc allez voir, on peut les lancer et on peut vérifier ce qu'il en donne, hein, sur ce qu'on va utiliser. Bien sûr, il faut avoir Python. Et vous voyez, 50 000 tasks d'instance en même temps, quoi, c'est un truc de fou. Et donc ça peut vraiment aller loin sur le système de testing. Et voilà, par exemple, vous allez pouvoir construire ici avec une citation, je ça, j'ai ça comme résultat, et voilà comment je l'organise. Allez voir toute la partie SWE. Donc il y a le Rex aussi qui est là, et l'agent évidemment, hein, qui est connecté à tout ça, et qui est un agent qu'on peut intégrer, qui va être intégré avec GitHub. Donc c'est ça qui est fou. On va pouvoir l'intégrer avec GitHub, quoi. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Et donc ils arrivent dans GitHub. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Sur le long terme, et avec tous ces outils agents IA, il y aura une tendance vers une fainéantise actuelle générale. Et ça fait peur. Oh, je te rejoins tellement, ça fait peur. Ça fait sur... Quoi, moi si j'en rejoins. Copilote en mon agent qui va bientôt piloter le dev. Ouais, nous, ça tu l'avais dit. Ouais. Ok, ouais, bah, clairement. Moi je trouve que c'est un truc qui fait vraiment peur, c'est cette histoire-là. Et bah, comment on va faire pour garder... est-ce que ceux qui n'ont pas de fainéantise vont être récompensés? C'est toute la question aujourd'hui et ça s'accélère, hein. Ça s'accélère de plus en plus. Même si, vous voyez, dans la dernière formation que j'ai fait avec Cursor, les personnes ont été épatées, mais en même temps se sont posées vraiment des questions sur le concret. Ok, à quel point ça peut nous aider? Et je trouve que sur des tâches, c'est ce qu'on dit, hein, sur des tâches qui sont rébarbatives, chiantes, celle-là, moi je pense qu'il faut vraiment, quoi, il faut, non, c'est vachement bien d'aller s'aider de ces systèmes-là, mais tout ce qui va être codage, personnellement, vous savez mon avis. Donc je vous disais, voilà, les agents, ils arrivent aussi, les SW agents, ils arrivent dans GitHub. Et c'est sorti là il y a très peu de temps sur leur blog, donc github.blog. Ils nous disent vraiment que ça y est, c'est l'ère des agents qui sont en train de se réveiller, hein, The Agent Awaken. C'est de se dire qu'on a vraiment l'arrivée, l'avènement donc de ces agents. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, d'avoir des agents, et on peut même aller plus loin que ce qui est de base. Par exemple, on va pouvoir lui demander des choses. Donc là, vous avez vu, on l'active dans VS Copilot, je vous en ai déjà parlé. Et on va pouvoir aussi aller jusque, et ça c'est présenté ici, on va pouvoir aller vraiment jusque du côté GitHub. Hein, du côté GitHub, on va pouvoir les lancer. Et donc là, on le voit là, je vais enlever le blabla. On le voit en fait, je vais essayer de vous le mettre en grand pour que vous voyez bien. Ici, donc vous voyez, on peut activer là, voilà, l'agent, on peut choisir le copilot. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Hein, et donc du coup, ces SWE vont nous épauler en fait. Alors l'inconvénient pour l'avoir testé, c'est lent, c'est très lent, très lent. Et surtout quand on veut lancer notre, bah là on le voit d'ailleurs, c'est lent. Et quand on veut le lancer après, bah, des fois c'est pas few seconds, hein, c'est more than few seconds pour l'avoir expérimenté plusieurs fois. Mais par contre le système est bien fait pour les retours, on peut faire des reviews, il peut nous lancer des tâches, il peut analyser pas mal de choses et vraiment se mettre à jour. Donc ça c'est top. Et ça permet des fois d'aller même plus loin que ce qu'on croit, comme c'est capable d'écrire des tests unitaires pour nous. Voilà, là il est en train de mettre à jour, il a même tout fini, hein, donc avec un système de tâches. Il est même capable de corriger à distance. Donc on va se dire qu'on va commencer à arriver à un système où nous, on va préparer des issues et on va laisser le système à distance grâce à Copilot, quoi. C'est intéressant de voir qu'on change un peu la donne. On n'a plus la maîtrise en local, mais on est à distance. Et il peut même nous proposer des reviews. On peut relire sa review. Voilà, et on peut se dire, ok, je valide ou pas. Donc il est capable de faire tout ça maintenant, ce système, hein, qui a été développé.
Et donc voilà, qu'est-ce qu'on veut faire avec, comment on peut les entraîner, c'est toute la question qui va se poser aujourd'hui. Mais on voit qu'on est en train de changer la donne, quoi. On est à distance, c'est comme si on était des reviewers, comme moi, je fais déjà comme mission. Là, ça va plus être moi, ça va être et d'autres, ça va être des IA. Et il y a des moments, c'est super intéressant sur la partie, sur toute la partie sécurité. Si on le questionne bien avec des bons prompts, c'est vraiment top. Si on le questionne bien avec toute la partie, ouais, ouais, mais oui, oui, tout à fait. Il va plus loin. Il peut aider au codage, tout à fait. Il peut te remplacer. En fait, ça dépend ce que tu peux faire. Toi, tu peux aller jusqu'à dire, écoute, tu revois tout ce bout de code, voilà, et tu vas me travailler ça, et il va être capable de vous le changer, exactement. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Parce que du coup, on le sait, ça peut vite fait partir en cacahuète, surtout à distance. Mais regardez là ce qu'il est en train de faire. Donc là, on lui écrit un message et on peut discuter avec cette personne. Donc c'est pas une personne là cette fois-ci, c'est un système IA. Donc il est capable de nous écrire, de mettre à jour, de corriger des fichiers, faire tout ce que vous faites du côté curseur, quoi. Ouais, je te rejoins. Et ça, c'est assez dingue. On peut approuver. Donc voilà, ce dont on parlait depuis un petit moment est en train d'arriver. Mais rappelons-nous, c'est pour ça que je vous ai mis avant le SW Bench, rappelons-nous quand même que voilà, on est à maximum 40 et quelques pourcents. Donc voilà, ça va laisser aussi pas mal de recul sur l'écriture du code. Mais c'est quand même sympa pour l'avoir testé. Je ferai des démos très prochainement sur les prochains développements que je vais faire. Je vais faire du mix entre IA et dev. Mais je devrais quand même. Donc allez voir ça y est, c'est en train d'arriver, et c'est en train de se renforcer comparé à ce que c'était. Ok, on va passer à... Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets cette fois-ci, c'est un peu moins. On va continuer par rapport à ça, où je vais vous parler donc du coup de Microsoft Reactor. Oui, il faut toujours des noms un peu pompeux chez Microsoft. Microsoft Reactor, c'est quoi? C'est en gros un système d'événements pour garder, pour construire ensemble. Je vais parler chez Google, ils le feront aussi. Google qui vous accompagne du côté startup pour, si vous utilisez bien sûr Gemini et tout leur système IA, pour développer des startups autour de l'IA. Ouais, bien sûr, c'est pour développer leurs outils. Là, Microsoft, c'est un peu la même chose, sauf que là, l'idée, c'est d'aider les développeurs et les startups. C'est pour ça que je vous en parle autour du développeur. Et pour essayer de créer tout ce qui est une fédération autour d'événements et autour d'actions qu'on peut faire pour présenter l'IA et aider à l'IA. Et vous voyez, il y a plein d'événements, on peut s'inscrire. Donc c'est sympa, je trouve. Il y a pas mal d'événements. Allez voir, c'est sympa. Donc ça s'appelle developermicrosoft.com. Donc ça nous concerne. Reactor. Allez voir, donc vous tapez Reactor, vous trouvez plein d'infos, plein de vidéos, plein d'événements. Là, c'est plein d'événements que vous allez avoir. Et bien sûr en différentes langues, donc à vous d'après de mettre. Et regardez, on peut filtrer. Par exemple, je veux tout ce qui est codage, et je veux d'applications intelligentes aussi. Et on va pouvoir filtrer pour aller voir ce qui nous intéresse. Allez voir, ça c'est sympa parce que voilà, on a des événements qui peuvent vraiment être intéressants. Et si vous les inscrivez, inscrivez-vous, bien entendu. Vous pouvez vous connecter et puis c'est parti, on va pouvoir suivre ça. Donc top pour essayer de développer ça. Souvent, c'est des systèmes ça peut être en format streaming. Et donc, des fois, il y a même des systèmes de replay qui peuvent être sympas. On peut s'abonner aux événements. Moi, je l'ai fait. Donc, je vous tiendrai au courant, bien sûr, des événements qui vont arriver. Yes. Alors, je vais sauter une annonce pour revenir après sur une autre annonce. C'était laquelle? Elle est où? Elle est où? Vous allez me dire dans ton... Non, je ne vais pas répondre à cette question. Oui, alors, mais zut, je l'avais écrit. C'est en fait que Microsoft est en train de changer la donne par rapport à OpenAI. Vous savez que Microsoft essaye de petit à petit quitter. Ouais, cool. Il est en train de quitter OpenAI petit à petit. Et il est en train de choisir Anthropic, Microsoft. Et zut, j'avais le lien là, que je la retrouve. Bien prompté, je l'ai du même. Voilà, j'ai pas le lien. D'accord, voilà pourquoi. Voilà, donc Microsoft choisit Anthropic, choisit avec un T, ça marchera mieux. Et voilà, il intègre l'agent de codage IA Anthropic à tout son système du côté GitHub. Et ça, c'est à prendre en compte. Vous voyez, en plus, les annonces, elles sont pas liées elles sont pas liées à du dev. Regardez bien les annonces qui sortent. Ça vient de Zone Bourse et de TradingView. Ça en dit long sur tout ce qui se passe, je trouve. Ça en dit long sur tout ce qui se passe. On voit la bourse d'ailleurs par rapport à ça et les effets d'annonce. Bien sûr qu'il y a un jeu énorme par rapport à ça sur tout ce qui va être boursification et boursicotage, si on peut dire. Parce que moi, je trouve que c'est plutôt du boursic-enfantillage. Mais ça, c'est notre histoire. Ici, on voit donc du coup qu'il a intégré toute cette partie-là dans le module. Donc en fait, Copilot va s'appuyer dessus pour la partie écriture du côté GitHub. Donc on va avoir des SWE avec Anthropic. Et ça va changer un peu la donne. Vous voyez, parce qu'il y avait OpenAI avant. Et donc là, il commence à avancer.
Et on peut aller voir ces news-là, hein. Donc, ils ont même créé ce qu'ils appellent le Frontier Model Forum, vous irez voir, pour tout ce qui est autour de l'IA. Allez voir ça. Donc, c'est pour faire progresser toute la sécurité. Évidemment qu'ils ont intérêt à faire ça pour rassurer, hein, collaborer, soutenir les efforts, hein. Et bon, voilà, c'est un club qui se veut quand même. Voilà, on se rassure entre grands l'IA, quoi. Grand, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et bon, c'est toujours pareil. L'idée, c'est d'essayer de développer une bibliothèque, soi-disant, hein, qui va nous permettre d'être centré IA. Bon, à voir si ça amène quelque chose de positif pour nous, les devs, et pour nous, dans le monde global, ça, je ne sais pas. Yes, bon, on continue par quoi? On va continuer par ici un point, donc c'est Claude 4 qui est arrivé, vous avez peut-être entendu parler de la news. Moi je l'ai testé en live, c'était assez sympa d'ailleurs dans la formation curseur que j'ai donnée. Le jeudi je donnais une formation curseur, le vendredi j'en donnais une autre. Et c'était assez sympa, je donnais la formation le curseur le jeudi, j'avais Claude 3.7. Et le lendemain, j'avais vraiment Claude 4. J'avais rien touché, c'est curseur qui s'était mis à jour. Je trouve ça super sympa en fait. J'avais rien touché dans mon paramétrage, hein. Voilà, donc il y avait la mise à jour qui s'était faite en live. Et on a vu les différences, hein. Claude 4 est vraiment puissant. Il est reconnu. Voilà, Claude 4 est arrivé. Il est à ce jour, soi-disant, Claude, bien sûr, donc Anthropic, hein, derrière, le meilleur assistant IA au monde. Bon, il est toujours pas rien. Et je suis bien content. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Bon, on a eu des limites, nous, durant la formation, hein. On a vécu des limites dites assez rapidement, mais moins rapidement que les autres. Voilà. Mais c'était vraiment puissant sur certaines parties. Par d'autres moments, il partait complètement en vrille, comme d'hab, quoi. Mais c'est moins. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. J'adore ces pubs. Ouais, super, merci. Ok, un partenaire créatif, donc voilà. Essayez-le si vous l'avez. Et il y a deux types de modes. Voilà, il y a le Opus et le Sonnet, hein, de base. Le Opus coûte cher. Vraiment très très cher. Donc allez le voir si vous voulez. Et il y a le Claude 4 Sonnet qu'on va utiliser. Donc celui-ci, faut payer un certain prix. Vous voyez, donc bon, est-ce que c'est vraiment cher? Ça, à discuter, mais c'est quand même cher, quoi. C'est 180 euros. Pour une entreprise, ça peut être pas cher du tout comparé, excusez-moi de le dire, à tout ce qui est frais autres, hein, donc frais de dev ou frais d'autres achats qu'on peut faire. Même moins cher qu'un comptable, on va dire. Et donc, bah, il y a un intérêt quand même. Mais ça coûte plus cher que les autres. Et puis après, bah, rappelez-vous qu'il y a toute la partie token à acheter. Et ça peut vite, vite augmenter. Yes, donc voilà, testez-le. Je te rejoins en effet, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et ils ont vraiment amélioré le système. Déjà que Claude était reconnu pour être l'un des meilleurs, et c'est clair, ça se sent comparé à un chat GPT pour l'avoir testé, même le 4, le 4.1, qui est pourtant avec des millions de tokens et autres. On a vite des limitations. Claude, je trouve, a vraiment une différence là-dessus. Ok, donc ça vous l'avez sans doute vu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que soi-disant, et là je tombé cette info sur développer.com, c'est encore une fois des annonces, des effets annonces qu'on appelle des benchmarks. On peut dire que, vous vous souvenez du SW Bench, hein? Ok, 43,2% sur Termina Bench, ok, et soi-disant sur SW Bench on serait à 72%. Soi-disant, alors qu'on a vu que, on n'avait pas vu le 4, hein, mais on a vu que les autres, ils étaient à peine à 40, 48 quoi, max. Donc il y a toujours pareil, c'est des benchmarks, donc à prendre en compte. Moi, je vais plutôt lire le 43 que le 72, mais on a quand même un système qui est performant, hein. Il y a un système de double raisonnement, ils sont vraiment allés plus profondément dans le système. Et vous voyez, dans la partie SWE, hein, on a cette idée où que, soi-disant, ça améliore. Mais en fait, quand on voit comparé à... Ah, zut, désolé. Bah, t'auras le replay, hein. T'auras le replay, Neotok. T'auras le replay. Voilà, désolé. Bon, moi, le début, quoi. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Ça fait 20 minutes. On continue encore un petit peu. Donc, on parlait de Claude 4. On parlait de Claude 4 et que les benchmarks, soi-disant, étaient extraordinaires ici. Mais en fait, et en plus, c'était sur SW Bench. Mais en fait, quand on le compare, bien sûr, c'est pas mis en avant ici, parce que c'est volonté de mettre un Claude 4 en avant. Mais regardez, en vrai, Codex, Opus 4, ils sont quasiment pareils, hein. Et du coup, c'est clair que on a ici, toi ici, c'est le Sonnet 4. Ouais, c'est le Sonnet 4. T'en as deux, t'as le Claude Opus 4. Ah, tu le trouves pas terrible? Ok. Moi, pour l'avoir testé, c'est mieux que le Claude 3, clairement. Mais ça part vite en vrille quand même, mais moins vite, c'est ce que je disais. Toi, t'as eu des... Ouais, pas terrible. Le Plus 4, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore, mais le Close 4, j'ai plus apprécié. En tout cas, sur mon curseur. Et on voit, juste pour dire, quoi, voilà, c'est volontaire. On voit qu'en fait, on est à 72, 72,5. Ouais, hein, toujours pareil, c'est la guerre de celui qui est la plus grosse, mais franchement, même O3, il a 69 ici, sur ce benchmark-là. On l'a vu qu'en fait, O3, il n'est pas si haut que ça avec les agents, hein. Donc on est à
des benchmarks qui sont pas très puissants. Voilà, donc à tester quand même, hein, sur la Genting quand même. Il y a des bons retours. Sur la partie raisonnement, c'est pas mal. Et sur la partie multilanguage qui se répond, c'est pas mal, hein. On a 80%, donc je dis que là, il y a un vrai intérêt. Et il y a un système de raisonnement quand même qui est plus approfondi. Et je sais pas si vous êtes allé voir, j'en avais déjà parlé, ce système-là de Claude qui essaie de jouer à Pokémon, hein. Donc faut le suivre. Et il surpasse aussi, bien entendu, sur la partie qui crée un guide de navigation lorsqu'il joue à Pokémon. Claude 4 est capable. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins, ouais. Et donc bah, là on voit. Quoique bah, sur la partie texte, des fois je vais. Ouais. C'est vrai que bon, c'est devenu un réflexe. Mais ouais. Donc bon, assez sympa de voir qu'ici, il est capable de préparer des choses, ce système-là. Alors j'aime bien, je voulais vous montrer, c'est juste une partie de discussion qui est assez sympa, qui rejoint, moi en tout cas, ma façon de penser ce système-là. Vous savez que plus un système devient intelligent, plus on a ce biais mental de l'anthropomorphisme. Je l'ai rencontré encore durant la formation, une personne qui me dit, mais pourquoi il ne comprend pas quand il y a ça, qu'il y a ça. Et c'était à propos de code en fait où ben, il y avait une analyse du package JSON que nous naturellement on a appris à faire, ben, que le système n'y a pas pensé à un moment donné parce que je lui ai pas dit ou parce que il l'a pas appris, etc. Et mais je dis mais tu sais il y a aucun système d'intelligence derrière, il y a aucune intelligence humaine, il n'y a pas d'intelligence. Tu peux lui apprendre des choses mais ça reste un système IA. Et je trouve ça intéressant de voir qu'on va vite dans l'anthropomorphisme, on croit à l'intelligence. Et voilà, j'aimais bien les deux commentaires là, parce que, bien sûr, ils vont dans le sens de ce que moi, en tout cas, je pense. Mais merci d'arrêter d'essayer de vendre une âme à nos machines. La machine doit penser à sa survie. C'est écrit à un moment donné, hein. Allez voir l'article, hein, il passe à sa survie. Mais non, elle a pensé à son hygiène corporelle. Je trouvais ça assez sympa, vraiment, cette réflexion. En fait, il s'est comporté comme on lui a appris, en fait. Il a généré du texte. Le scénario, on lui a dit, voilà, ça a été fait X temps, donc ça génère X fois. C'est vrai que la techno est bluffante, mais c'est tout. Et moi, j'adore cette vision-là, parce que ce n'est que ça, en fait. Ce n'est que ça. Et c'est cette idée de dire que ça nous dépasse, bon voilà, ça amène toujours cette réflexion. Je dis que je ferai une vidéo là-dessus, j'ai juste pas eu le temps pour l'instant. D'ici 2-3 semaines, j'aurai un peu moins de formation, je la préparerai. Voilà, et donc vous voyez, c'est exactement pareil. J'ai adoré là, le point de vue de la personne là, de VVDB. Il disait que, imaginez, on lui apprend, bon, bien sûr, ils vont jusqu'au point de Godwin, mais qu'est-ce qui se passe si on lui apprend que des choses négatives? Ben voilà. Ah bon, bah écoute, bah plus un replay, ouais. Dis leur nom, il y a la Curious News. La Curious News, c'est essentiel. Et donc voilà, j'aimais bien ce point de vue-là sur l'histoire de l'exhaustivité. En fait, il y a toujours des biais et il faut arrêter de croire le contraire. Et je trouve ça intéressant de garder ce recul-là. Ces personnes-là, je trouve, ont un point de vue éclairé, selon moi. Et on peut vite tomber dans l'anthropomorphisme. Voilà, donc c'était intéressant, je trouve, à essayer d'osciller entre les deux. Il n'y a pas de survie. Il n'y a pas de survie, il faut arrêter ça, quoi. Ok, on va continuer malgré tout sur, malgré tout ça, il y a plus de 750 000 dollars pour 20% des entreprises qui sont prévues comme investissement autour de l'IA. Donc recrutement, IA, on augmente, et le reste, bon voilà. C'est assez flippant, c'est sur Programmé que j'ai chopé ça, et 250 000 dollars prévus pour la moitié d'entre elles. Donc là c'est que 20%, donc si on cumule pour 50%, plus de 50, il y a quand même un bon pacté qui a quasiment 1 million. C'est énorme quoi. Voilà, c'est sur Programmé qu'ils en parlent. 1 million de dollars en tout prévu pour les grandes entreprises autour de l'IA. Je ne sais pas d'où ils citent cette source, hein, je ne sais pas du tout, donc je ne peux pas vous dire plus. J'ai pas eu le temps là par contre d'aller chercher plus en profondeur, mais en tout cas c'est un résumé qui a été fait sur les entreprises françaises. Non, les entreprises pardon non françaises, je vais y arriver. Et voilà, et donc on le sait, en France on est à des années-lumière du monde extérieur. D'ailleurs, dans la formation curseur que j'ai donnée la semaine dernière, si je me souviens que c'était celle-là ou celle du IADEV, enfin bref, il y a une personne qui me disait, tu sais, nous on travaille en partie avec d'autres pays et ils sont à des années-lumière de nous, en fait. Comme d'hab, hein, à des années-lumière de nous sur l'intégration de l'IA. Et c'est flippant. On en a conscience, hein, mais c'est flippant. Et voilà, les entreprises ne sont pas les plus actives sur l'IA, selon cette étude. Mais laquelle? Bon, c'est Colt qui a publié ça sur l'étude IT Priorities. Et comment elle fonctionne pour le grand public. Mais oui, tellement, je te rejoins tellement. C'est un problème, c'est l'éducation à ce que c'est vraiment ces systèmes d'IA, tout à fait. Et qu'il n'y a pas qu'une IA, ce n'est pas, bon, je reprends, je sais que tu l'as dit de manière vulgarisée, mais il n'y a pas une IA, il n'y a pas d'entité, il y a des systèmes, et en effet. Mais quand on voit les pubs, on nous fait croire que c'est un système magique, quoi. Et c'est juste une erreur. Une erreur et une horreur, pour moi. Mais voilà, les gens, la plupart, le commun des mortels, déjà que l'informatique, c'était waouh, hein. Donc maintenant, imaginez bien, quoi, on se rejoint.
Ce qu'on note quand même, c'est qu'on parle ici des pays étrangers, même de l'Italie. Et nous, la France, comme d'habitude, hein, bon, je vais pas faire du French bashing comme on dit, hein, mais quand même, quoi, on est encore des années-lumière selon même cette étude, quoi. Faut arrêter. 1200 DSI quand même qui ont été interrogés. C'est pas rien, quoi. Donc voilà, l'investissement en l'IA, évidemment, c'est parti. Et puis jusqu'où ça va s'arrêter, bah, on verra. Comment on peut l'accompagner, ça, c'est surtout ça qui nous intéresse. On va continuer avec Stitch. Stitch, vous connaissez Stitch? C'est trop mimi, Stitch. Si je tape Stitch, je suis pas sûr que je tombe sur Google d'abord. Stitch Google. Ah, ben si, bah normal, c'était mon lien. Mais si je vais sur Google, Stitch, alors je vais sur Google. Je fais exprès, je déteste taper comme ça, mais ok. Google, je vais sur Google. C'était mon premier prof de SVT, c'était à la sortie de Google, il me fait hey, vous êtes au courant? Il y a Google qui vient de sortir. Mais je vous assure, c'était en 98, ça m'est resté, mais vraiment. Et je suis allé voir, mais non, je dis c'est Google, pas Google. C'était rigolo. C'était vraiment la sortie de Google en France. Ça m'a marqué. Donc du coup, quoi, juste après. Et ouais. Bon, c'est un prof, donc tu sais, en ce temps-là, tu ris derrière, quoi. Mais j'étais jeune, hein, en ce temps-là. Ok, et donc là, si je tape Stitch, c'est juste Stitch. Hein, si je tape Stitch, ben, qu'est-ce qu'on tombe? Évidemment, on tombe sur Lilo et Stitch. Voyons, bah non, là, en fait, c'est un système qui va vous permettre, via des prompts, de modéliser, de créer des modèles, des SketchUp, en fait. Donc, du mock-up visuel. Et être capable de vous générer du mock-up qui peut être intégré après dans des outils, en fait, de mock-up. Et ça, c'est super puissant. Donc là, par exemple, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu me génères un truc, parce que je suis en train de réfléchir à une appli que d'ailleurs, je vais diffuser en live, hein, pour essayer de montrer toutes les actions qui sont faites dans l'environnement. Vous connaissez ma fibre un peu là-dessus. Et donc, bah, j'ai demandé ça. Donc, le système a été pensé, hein, pour demander des questions, parce que mon prompt n'était pas clair, et me demande des explications pour expliquer vers quoi s'orienter. Donc moi j'ai fait exprès, j'ai repris ce qu'il a dit, je veux juste tester, et voilà. Je lui ai juste dit, écoute, bah, je veux ça, là, un système qui gère tout ce qui est home control intelligent et qui moniteur tout ce qui est environnemental. Et donc le système a généré, ça a généré bah, ça, donc un dashboard, une partie home control, environnement. Et voilà, on a une interface qui est certes sobre, j'ai donné aucune euh, indication, mon prompt était archi pourri. Mais c'était juste pour voir ce que ça génère quand je fais un prompt à archi pourri. Et ben en fait, on arrive à un système qui est pas trop moche, hein, vous voyez. Et donc, on va l'intégrer par exemple à Figma. Hein, on peut l'intégrer dans Figma, et c'est parti. Et on va aller dans Figma, on peut l'intégrer. Un CTRL-C, CTRL-V, quoi. Donc ça, c'est sympa, ça nous fait encore une fois gagner du temps. Et vous voyez là, on peut voir ce que ça donne. Bien sûr, c'est pas modifiable, mais on peut le voir, hein, vous voyez, et on peut aller regarder ce qui est donné. On peut voir le code qui est généré. Donc là, c'est du HTML qui est généré, hein, c'est intéressant. Et donc, bah, le HTML, il est ce qu'il est. Et c'est, voilà, quand on voit certains trucs, on se dit, ok, il nous sort du SVG, pourquoi? Ah oui, pour les icônes, donc ça va, bon, voilà. Mais déjà, c'est sympa, c'est assez propre, hein, c'est assez propre. Donc pourquoi pas? Et je lui ai rien dit de prompt super puissant, hein. J'aurais pu aller beaucoup plus loin en disant ce que j'attends, ce que je souhaite comme orientation, etc. Là, c'était juste global. Donc ça s'appelle Stitch, allez voir. C'est pratique quand vous êtes même en une startup, vous voulez construire quelque chose. En effet, le monde des designers aussi, des UX designers va souffrir. Mais là, au moins, bah, ça va être intéressant, au moins pour travailler sur notre MVP. Bon. Allez voir, Stitch. Et je finirai par un dernier truc sur l'IA, non, deux derniers trucs. Gemma 3 est sorti, Gemma 3. Gemma, c'est un SLM qui se veut beaucoup plus puissant et plus petit. Donc c'est vraiment sur du travail de pointe. Pareil, ça c'est pour choisir vos modèles. Allez voir, donc c'est Gemma 3N exactement. C'est Google qui miniaturise donc vraiment ce système d'IA de pointe, hein, qui est dit ici sur Journal du Net. Ça a été créé par voilà, Made in DeepMind, pardon. Et pour être inféré sur CPU. Donc on est vraiment sur un système CPU, c'est très puissant. Et vous voyez les performances, on est vraiment bien malgré le système plus petit en fait, hein. Donc c'est vraiment cette recherche actuelle, hein. Je ne sais pas si vous le sentez, il y a cette recherche d'essayer de prendre tous les modèles et essayer de les réduire au maximum et qu'ils soient toujours performants. Et par exemple, toute la suite Phi de Microsoft est dans cette direction-là. Et bah, il va avoir de plus en plus ça, hein. Son optimisation pour l'inférence sur mobile, seulement 3 Go de RAM. En fait un modèle parfait pour expérimenter de nouveaux usages. Mais clairement, on arrive à un système qui commence à être intéressant là-dessus, je trouve. Hein, sur comment intégrer des systèmes IA dans des modèles qui ont besoin de moins de ressources. Ça fait du bien de penser ça aussi. D'accord, je pensais qu'ils allaient mettre le lien vers l'open source, mais même pas du tout. C'est juste la définition d'open source. Génial. Alors, les journal du net, vous pourrez faire un peu mieux quand même sur ça. Pardon, mais j'aurais apprécié quoi. Voilà, je vous parlais de Phi 3. Nécessite près de 14 milliards de paramètres pour atteindre un score de 62%. Gemma
on a besoin que de 4 milliards pour atteindre 64%. Vous voyez la différence? Pourtant, Phi est déjà bien élaboré. Eh ben, on a dépassé. Ok, et je finis par quelque chose qui est important, dont je parle fréquemment, qui, bah là je ne l'ai pas fait du tout, c'est pas grave, c'était pour de la démo, qui est essentiel pour éviter d'être déçu des systèmes IA, c'est quoi? Apprendre à bien prompter. Hein. Et il y a un article qui est sorti de nouveau, il en a plein qui sortent. Hein. Vous savez, je vous avais parlé même d'un PDF qui en parle. Ici, on va parler des 5 techniques vraiment indispensables pour obtenir des réponses parfaites. Je vous les dis juste, vous les connaissez, vous savez, c'est le système de OC, hein, donc toute la partie objectif, contexte, detail, hein, cette partie-là est hyper importante. Donc on commence toujours par le contexte, si haut on donne l'objectif, après on donne le format attendu et le détail. C'est un des patterns qui permet de faire. Il y a la définition des rôles, vous connaissez. Tu es un médecin généraliste, blablabla. Bla bla bla. Alors là, des fois il n'y a pas besoin de ça. Lorsque tu réponds à la question, tu adoptes un ton clair. Voilà, ça c'est bien. On va donner le détail du format attendu. Okay, et même l'idéal, en fait, quand on travaille avec les agents IA, vous le savez, c'est un système où on va avoir un système semi-intelligent qui est capable d'être en récursif. Donc, nous demander des choses continuellement, faire de la review jusqu'à atteindre temps, faire des tests jusqu'à... Et ça fonctionne très très bien. Voilà, et vous allez, par exemple, dans ChatGPT, vous savez, vous avez tous les systèmes d'agents qu'on peut déjà préparer. Et je vous avais même parlé des chais, qui vous permettaient même de générer des agents et vous pouvez les améliorer. Voilà un prompt de correcteur orthographique, hein, vous voyez, il est beaucoup plus complet pour la création d'images, etc., etc. Bon, là, il y a beaucoup de blabla. Ce qu'on a remarqué aussi quand on fait du curseur, vous l'avez sans doute vu, c'est ce qu'on appelle les cursor rules. Si vous ne connaissez pas, j'imagine que les personnes qui me regardent aujourd'hui connaissent, hein, mais au cas où, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo après, vous savez, il y a les cursor rules ici. Et ces cursor rules, il y en a plein. Hein, et donc, vous voyez, cette idée-là, vous voyez, ça fait toujours penser à South Park. On va prendre celui de... Voilà. Eh bien, en fait, les LLM adorent ce système-là. Hein, c'est-à-dire, plutôt qu'écrire du blabla et ce qu'on appelle parasite, ils vont préférer un système où, au contraire, c'est beaucoup plus clair, structuré. Plus c'est structuré, plus le système apprécie pour lire et ressortir des informations claires. Plus vous parlez avec l'histoire de «Salut, comment tu vas?», plus c'est une erreur, en fait. Et donc, c'est pour ça, les virgules, en fait, elles servent quasiment à rien. Même si, c'est les lire, bien sûr, hein, les s'il te plaît, les merci à bannir complètement. Tous ces systèmes, plus c'est structuré, mieux c'est. Et donc, ça, c'est déjà un bon prompt, mais en fait, on peut encore l'améliorer sans les tu peux. Ça sert à rien les tu peux, en fait. Utilise des références, c'est très bien. Et surtout, quand on est sur l'histoire de gagner en coût de token, bah, là, on a du token qui sert à rien, quoi. Tu peux, s'en fout complètement. Pour la création, non. Création d'image, 2 points. Ça fonctionne très bien aussi, en fait. Il n'y a pas besoin. On a besoin de nous en tant qu'humain, mais il n'y en a pas vraiment besoin. Et voilà, vous dire aussi, il y a besoin d'avoir des formats aussi, pour avoir des formats. Donc, c'est ce fameux F hein, de qu'est-ce qu'on attend comme format de retour. Et on peut encore optimiser. Et cette recherche de l'optimisation est très importante. Hein. Des domaines où le risque est grand si les connaissances ne suivent pas, comme la chimie, la médecine par exemple, je pense que l'utilisation des IA doit être très très limitée. Je te rejoins à 100%. C'est ce qui se passe hein, du côté médecine, on en parlait dans ce live, clairement. Clairement. C'est un point qui peut être tentant, mais je dirais plutôt avoir des LLM locaux hein, et travailler qu'avec ces systèmes-là. D'où l'idée d'avoir des systèmes de tuning en local. Et je pense que c'est bien, ouais. Mais il y a intérêt de faire attention. Ouais. Clairement, ça peut apporter énormément. D'ailleurs, vous êtes au courant, je ne l'ai pas mis comme news. Il y a Google qui a sorti, je vais essayer de le retrouver en live. Je n'ai pas le temps de le faire. Google Météo IA, meilleur perf. Alors, je ne sais pas s'il va le sortir là. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Je crois que c'est celui-ci. Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci qui est sorti là. Et les plus efficaces voilà, que les plus puissants calculateurs traditionnels. Et je trouve ça assez sympa de se dire ça. Il y a Google qui a fait l'annonce. Vous voyez, c'est sorti le 21 mai. Donc, c'est à 7 jours près. Donc, c'est capable hein, de prévoir. Gencast avait été opérationnel en 2019. Il aurait, pour plus de 1300 désastres, dépassé dans 97% les prévisions de la référence mondiale. C'est un truc de malade, ça aussi. C'est un truc de malade. Là-dessus, on a quelque chose qui peut faire vraiment flipper tous les météorologistes. Hein. Il y a un modèle qui s'appelle Aurora, ouais, qui a été créé par Microsoft, qui est capable de prévoir à 5 jours le système de cyclones beaucoup mieux que tout ce qui a été développé avant. Voilà. Donc, ça va... Jusqu'où on va aller pour prévoir tout le modèle. Et moi, ça m'amène toujours des réflexions sur des romans que je peux lire. C'est que si on peut prévoir le modèle, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir ce qu'on peut induire dans l'ingénierie du climat? Ça se passe déjà actuellement. Hein. Il y a des personnes qui modifient le climat local, mais quel est l'impact à un climat global sur un climat local? Voilà, c'est toute la réflexion. Et c'est en train d'arriver, quoi. Il y a même, bien sûr, ils y vont, hein, moins coûteux en tant que le calcul de modèles physiques.
Donc tous les grands data centers de calcul, tous les systèmes de grands calculateurs, on va se poser la question s'il y a vraiment un intérêt par la suite, en tout cas pour la Météo France. Prisonnier avec une échelle de quelques centaines de mètres. Vous imaginez quelques centaines de mètres. Donc on saura si là la pluie elle vient à 100 mètres près, quoi. Voilà, donc c'était aussi vous amener ça, ça change. Nous, du point de vue dev, c'est moins... Mais on voit les liens, quoi. On voit les liens avec ce monde-là. Ok, on a fini sur ça. Il reste 4, 5, 6 news, là. Et puis on va finir. On est déjà à une demi-heure, c'est bien. Ok, je vais vous parler de Microsoft. Bon, il est pas nouveau, celui-là. Mais à un moment donné, vous posez question, vous qui voulez vous former en dev et sans IA, vous avez des exemples de code qui sont toujours proposés par Microsoft, par Learn Microsoft. Allez voir, vous avez un dossier de sample qui permet d'aller brosser sur énormément de code. Il y a 4379 exemples de code. Et vous pouvez choisir parmi ceux qui vous intéressent. Donc ça, c'est super sympa aussi pour monter en comp. Attention, ça ne veut pas dire que c'est bien écrit dedans. Microsoft a, pardon de le dire, mais a la fâcheuse habitude d'écrire du code des fois qui n'est pas bien agencé. Donc des fois, c'est bien de faire le lien entre plusieurs. Mais on a des points comme par exemple, tiens, comment on peut intégrer ChatGPT. Ah ben voilà, il y a un code ici avec tout blabla. Il vous explique comment c'est mis en place. On peut voir ce qui est fait. Et donc il y a l'architecture qui est pensée. Alors maintenant, ils sont beaucoup améliorés comparé à avant. Beaucoup, beaucoup. Mais il fut un temps, c'était juste des fois, voilà, décevant, quoi. Mais voilà, on a comme ici un système où on va pouvoir travailler ça. Allez voir si vous voulez monter en comp. Je voulais vous en parler parce que je trouve ça intéressant de connaître ça. Et par exemple, tiens, je vais faire un ASP.NET Core, je vais faire du Aspire, je vais faire du etc. Allez-y. Il y a tout ce qui est Azure, vous voyez, il y a HTML, JavaScript, Node.js, bref, Rust même. Bon, Rust, on entend un peu moins parler maintenant, mais vous savez que c'est toujours un langage qui est assez reconnu. Je devais l'apprendre cette année, je n'ai pas du tout le temps. Et aujourd'hui, je vais le laisser de côté. Peut-être que les systèmes IA m'aideront à l'apprendre un peu plus facilement. Il y a par exemple Orléans aussi qui avait fait parler de lui. Vous voyez des exemples ici. Allez voir, c'est sympa de s'enrichir de ça. Même si tout n'est pas à prendre, et bon, je pense que C# ne va pas mourir. Ah ouais, il y a cette info qui est sortie. Il y a eu une fausse news comme quoi C# serait en train de mourir. Mais je te rejoins. Pour moi, C# va pas mourir, mais est-ce que vraiment les devs de les nouvelles générations vont travailler avec du C#? Voilà. Bon, c'est toutes les questions actuelles, mais de mon point de vue, non, et j'ai pas envie. J'aime trop C#. Mais ça, c'est le vieux qui parle, qui a adoré coder pendant 22 ans avec, quoi. C'est normal. Et j'ai vraiment toujours apprécié C#. Toujours. Tout ce qu'ils ont rajouté, je les ai appréciés. Je trouve ça chouette. Ce langage est un langage magnifique, selon moi. J'ai pris beaucoup plus de plaisir dans C# que Java, mais ça ne regarde que moi. Ok, je vais vous parler de, si vous faites du VS Code, que ReSharper, si vous connaissez ReSharper, ça y est, ils ont prévu, il vient d'être intégré dans Microsoft Visual Studio Code, donc dans VS Code, c'est prévu. La preview publique est maintenant ouverte, donc c'était le 22 mai dernier, il y a 6 jours. Donc ça y est, si vous avez VS Code et vous voulez utiliser ReSharper, c'est vachement pratique ReSharper, sans devoir faire de l'IA, des systèmes qui sont statiques, de refactoring haute, c'est super pratique. Allez voir. Donc ça y est, ils l'ont intégré dans VS Code. Une analyse de code approfondie, mais là on n'est pas sur l'IA. Je te rejoins aussi, j'ai fait du Java, mais très verbeux. Ouais, Java. Bon, ça s'est beaucoup amélioré Java. Puis le fork avec Kotlin, ce qui paraît délicieux, j'en ai fait un tout petit peu de Kotlin, c'est vrai que j'avais apprécié, clair. Mais voilà, après c'est des avis. Il y en a qui vont dire que PHP est génial et je le comprends tout à fait avec ce qui est arrivé. Chacun ses goûts, quoi, en fait. Voilà. Tant mieux, il y a plein de langages pour plein de goûts et aussi, surtout, pour des fonctionnalités attendues. Vous voyez, donc une saisie automatique de code intelligent. Donc on a un système un peu IA, mais déjà prévu. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et on peut aller plus loin avec la refactorisation. Bon, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils n'arrivent pas un peu tard? Ouais, Python, ouais. Moi, Python, ça fait partie des points où je dis, je veux vraiment monter en compte sur Python. Et en ce moment, Python, pour l'instant, j'ai pas le temps. Et j'ai vraiment envie, parce que vu que je veux vraiment monter en compte sur créer des IA, ça fait partie des to-do que j'ai. Ouais. Mais top, si tu les as, toi, c'est cool. Moi, je les ai pas. J'ai fait quoi? Une journée ou deux de Python? Je sais plus combien c'est. Une semaine? Je sais plus, ça fait trop loin. Ah, t'es tombé sur par hasard? Top. Ok. Ah, c'est cool. Ça fait depuis combien de temps? Tu devais en Python? Mais regardez, ce qui est un point important, c'est que on a JetBrains AI Assistant qui est intégré aussi en VS Code. Donc on a les deux, donc on a de l'IA et des systèmes statiques. Un projet client, le seul biblio qui apprenait était codé en Python. D'accord. 2024. Ah ouais, c'est tout frais. D'accord. Ah, c'est cool. C'est cool.
Moi, j'ai rencontré un formateur. J'étais en pleine formation Angular et on me parlait, voilà, j'étais en train de parler de Python, qu'on m'avait dit que Python c'était lent, etc. Et là, il y a le formateur et c'était une formation Python, quoi. On était à la machine à café, c'était un présentiel, les rares que je donne. Et il me dit, non, mais qu'est-ce que tu dis, Evan? C'est faux. Je dis, ah ben tant mieux. Casse ce qu'on m'a appris, quoi, ma croyance. Et il me fait, non, non, mais Python c'est génial parce que greffé à des systèmes C++, c'est toute la force de Python, mais tu vas aller d'une rapidité. Ah ouais, là, ça m'a complètement ouvert les possibilités. Et là, du coup, je me dis, tiens, ça va être intéressant. Voilà, c'est le seul point que j'ai pu aller voir, mais je n'ai pas pu y travailler plus. Donc, allez voir Resharper si vous le souhaitez. Hein, donc, il y a une public preview, allez voir. Et donc, vous avez vu ce que je vous ai dit. Le point à noter, c'est qu'il y a aussi le JetBrains AI Assistant. Plus loin, lorsque tu veux dev un MVP. Ouais, ben, un des anciens salariés qui avait travaillé avec moi, Romain, il m'avait montré à quel point c'était puissant. Voilà, ben Django, exactement. C'était exactement ça. Et on avait monté toute une partie où on développait des projets pour des clients en Django, quand on avait tenté. Et c'était Romain qui s'en occupait. Romain, si tu regardes cette vidéo. Eh bien, c'est un clin d'œil à toi. Oui, yes, donc ça c'est bon. Je vous avais dit. Ah oui, si, j'avais oublié de vous parler de Scoutos. Donc les scouts, vite fait. Et après, on va finir là tout doucement. Scoutos, c'est un toolkit pour construire des IA. Hein. Si vous voulez aller voir, c'est exactement comme N8N. Donc allez voir, voilà, on peut paramétrer, dire ce qu'on veut, on peut cliquer dessus, on peut dire tiens j'ai envie de me connecter à Slack, donc il y a la partie MCP qui va se faire, voilà je vais aller faire du Notion, et on voit tout le système, comment je peux les intégrer, je peux discuter avec. C'est le même principe hein, que tout ce que vous voyez, on peut créer donc des Slackbots directement, c'est des systèmes scalable très rapides, allez voir, j'ai pas encore testé, j'ai prévu de tester, il y a tellement de choses à tester, ah mais j'ai prévu de me faire un petit to-do de tout ce qui est prévu très prochainement. Et je vous ferai même tout ce qui est prévu. En fait, il y aura un site, hein, ça c'est prévu par la suite, où vous saurez tout ce qui sera prévu dans les prochaines vidéos. Donc pareil, je vous avais dit, hein, vous pourrez faire des propositions. Bah, via cette application, vous pourrez faire des propositions aussi. Ça, c'est prévu par la suite. Allez, on va finir par un événement qui s'appelle GitHub Galaxy. Je le connaissais pas. Bah, on ne connaît pas tout. Hein. Bon, pour les radins comme moi, j'attends que tous ces outils soient gratuits. Ouais, ouais c'est clair. c'est... Ouais, je sais pas à quel point ils vont aller vers le gratuit, mais il y a toujours un peu une partie gratuite, ouais, clairement. Yes, donc c'est Galaxy 25, donc en 2025. C'est un AI Native Development for Your Aggression. Donc si vous voulez unlocker le pouvoir, débloquer le pouvoir des systèmes IA native pour ton entreprise, bah, c'est le moment. Va sur donc, ce qu'on appelle le GitHub Galaxy. Et tu vois, tu as 1, 2, 3 jours qui sont prévus. Et tu vas pouvoir explorer GitHub pour ton entreprise avec des grands sourires. Et non, mais je fais exprès. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pas attendre? Bah, c'est tout ce qui va être au sujet de tout ce qui va être IA pour les leaders et innovateurs autour de Technicolor. Hein. Donc on est vraiment sur la partie technique, donc dédié pour nous les devs. Donc est-ce que l'event est free? Yes, il est free. Il est libre, il est gratuit. Donc c'est le 4 juin et le 5 juin. Ok. Donc si vous voulez, je vais m'y inscrire, je vais tenter d'y aller. Tenter d'écouter, mais je crois que bah, c'est la semaine prochaine. Et je crois que je suis en accompagnement de junior, mais j'essaierai de le regarder et de vous en faire des news. Si je peux pas, ben, je regarderai. Allez voir, voilà pour l'event dont j'ai pas parlé la dernière fois. Et puis je vais vous amener trois sujets à réfléchir. Un sujet qu'on connaît, dont on a longuement parlé, on va en reparler. Oui, oui, oui. C'est quoi? Ben, est-ce que c'est la fin des devs? Je le relance encore. Ben oui, je tombe sur des articles qui sont intéressants là-dessus, donc ça me fait toujours réfléchir. Et j'adore avoir plusieurs points de vue. J'ai eu des points de vue vraiment totalement différents, des points de vue qui m'ont prouvé que non, des points de vue qui m'ont prouvé que oui, bah on sait pas. Donc là, c'est sorti, vous voyez, le 12 mai, mais en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, qui est ressorti ça. Donc bah, évidemment, la question se pose sur, vous savez, est-ce que les systèmes des développeurs les développeurs, donc 97% des développeurs ont déjà utilisé des outils de codage. C'est quand même énorme. Hein. 30 à 40% sont en adoption. J'ai rencontré des entreprises dernièrement qui ont l'inverse. Hein. 30% du code serait réalisé chez Microsoft par de l'IA. Ok, 30%. Mais un point qui est à noter, c'est que, et certains me disent le contraire, l'IA hallucine de plus en plus. Et ça, c'est un fait. Plus l'IA devient intelligente, plus elle hallucine. Il n'y a pas du tout d'intelligence, mais en gros, système réflexif, plus ça hallucine. Ça a été prouvé, et donc ça, c'est à questionner sur le contrôle. Sur le contrôle de ce qui est fait. Voilà, les LLM auront toujours des hallucinations, et nous devons nous en accommoder. Voilà, c'est le point en fait, c'est un fait. Car les hallucinations découlent de la structure mathématique et logique fondamentale des LLM.
Donc la question à faire, c'est, puisque tu peux pas revoir ce système mathématique pour éviter des hallucinations, mais ça c'est mon point de vue. Je suis pas mathématicien. Mais voilà, on peut aller voir ça, et vous irez voir cet article. Je l'ai pas lu, hein, j'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà, va falloir s'y habituer, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Personnellement, moi, ça m'enlève toute confiance dans un système. Je préfère un humain qui se trompe qu'une IA qui se trompe, mais bon, ça c'est mon point de vue. Quand on laisse tout faire, j'entends. Avec une telle mémoire, un outil pourrait absorber de grandes quantités. Donc on parle de 10 millions de mots-clés, hein, c'est un truc de fou. Et à terme, 100 millions. 100 millions. 100 millions, quoi. C'est un truc de fou. Ça rejoint ce problème de fenêtre de contexte, quelle que soit sa puissance. Mais ouais, tout à fait. Tout à fait. On en parlait durant la formation curseur, je leur parlais. Tu as un système de contexte sur des grands projets, plusieurs millions de lignes, c'est impossible d'absorber tout. Donc comment tu fais? Tu as des stratégies pour y arriver, tout à fait. J'imagine que nous arriverons très bientôt à des systèmes d'IA de codage surhumain qui seront totalement inégalés, un nouvel outil de tous les codeurs du monde. Bon, on va voir, hein. Peut-être que je me tromperai, peut-être pas. En tout cas, soi-disant, DeepMind, avec 10 millions, va transformer le monde. Peut-être, hein, on verra. Alors, ce qu'elle a lu sur Internet. Ouais, c'est clairement. Donc voilà, l'énorme problème, c'est ça. O3 et O4 mini hallucinent plus souvent que les précédents modèles. Vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est un truc de dingue. Le point à prendre en compte, O3 hallucine 33% des cas. O4 mini a un taux de 48%. Et en comparaison, les O1 et O3 mini, donc le O3 mini qui est plus petit, affiche, donc qui affiche ici, on est à 16 et 14%. Donc ça fait flipper. Ça fait flipper, je trouve. Pour la confiance, j'entends. Mettez en place tous ces systèmes pour développer. Vous allez voir le bordel que ça va faire. Voilà, donc les hallucinations sont ici et comment on peut les prendre en compte, comment on peut construire. C'est à questionner. Ce qui fait peur, c'est que les projets qui vont inclure des bibliothèques totalement inventées par Tissia. Ouais. Oui. Mais je sais pas, on va voir. On est encore dans la vibe, hein. Pardon, dans le côté, pas vibe coding, mais dans le côté buzz et tout, hein. Tout comme les logiciels avant 2000, il faisait papa mama, et avec 10 000 pour une fonction large, il y a 400 en ligne. J'ai essayé, mais mais dans les faits, non. Il invente du code. Je ne pense pas que je suis contre l'IA, au contraire, mais attendre qu'il. Oui, en gros, là, selon cette personne, on aura un système que faut attendre, quoi. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, on est à cette heure. Et ce que tu dis est tout à fait juste, hein, NMS, comment on va pour les maintenir? Oui, mais est-ce que c'est nous qui allons les maintenir? Ouais, ce qu'il dit là. Être embarqué sur la TMA, le cauchemar. Clairement, je veux pas. Moi, on en a déjà parlé. L'avenir du dev aujourd'hui tel qu'il est, oui. Tel qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on se pose la question d'un TMA vibe codé. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une TMA vibe codé? Puisque c'est des vibe codeurs, ils vont vibe coder en tant que TMA. Donc tu vas juste vibe coder pour corriger. C'est tout. Les vibe codeurs vibe code. Soi-disant, ils ne font que ça. Ce qui paraît, ils ne touchent pas une seule ligne de code. Donc ils vibe code. Je suis un peu ironique, hein, vous entendez, mais c'est cette idée-là. Moi, je l'ai fait hein, durant la formation curseur. À un moment donné, j'ai généré tout un bloc de code sans savoir rien du tout de ce qui était prévu. J'ai juste mis mon prompt, j'ai essayé de le faire le plus carré possible. Et encore, il était petit. Et j'ai même pas regardé le code. Et après, je dis, zut, il y a un problème. Et j'ai voulu regarder le code. Bah, ça fait comme tout ce qu'on ressent en tant que dev quand on lit le code de quelqu'un d'autre. Attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Voilà. Mais oui, c'est ça. Et Sylvia ne se retrouve plus. Bah ouais, comment on va faire? Et on le vit tout de suite, hein. Et donc la question qu'on me posait la semaine dernière, c'est comment on peut faire pour travailler sur un système IA sur un système, voilà, un projet de plusieurs millions de lignes, et il va pas connaître tout le contexte. Comment on va faire? Il y a des techniques pour, mais on n'y arrivera pas pour l'instant. Donc comment on va y arriver? Yes. Donc ça c'était la première question que je voulais vous poser. Elle revenait encore sur le sujet et je la reposerai fréquemment. Je vous ai dit, hein, une vidéo dédiée pour ça. T'as eu mal à la tête? Ah ouais? C'est quoi, toi, ton ressenti? T'as eu quoi comme retour? Moi, comme je te dis, je l'ai eu, mais j'attends de voir comment tu l'as vécu. Ou d'autres, hein, ici, ceux qui sont sur YouTube. Il y a des vibe codeurs, les 4-5 personnes qui sont présentes. Il y a des vibe codeurs. Vous me dites, hein, ça m'intéresse de savoir. En attendant vos réponses, je vais amener un deuxième sujet qui est sorti là. C'est un rapport qui est sorti sur emploidéveloppé.com. Alors, tu me dis que des trucs compliqués, car à chaque fois, elle sortait des trucs et je repassais derrière. Ah ouais. Bon, après, toujours la question, je veux pas dire que tu as mal fait, attention, hein, mais je me pose toujours la question du prompt, toi. Je trouve qu'on passe énormément de temps à construire un bon prompt. Est-ce que tu avais des curseurs rôles, si c'était sur curseur, ou des rôles, quoi? Quel rôle tu avais? Toi, quel était le contexte, quel modèle tu utilisais? C'est aussi ça. Je dis pas que tu as mal fait, attention, hein, je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, c'est les questions réflexes que j'aurais.
Mais clairement, moi aussi, j'ai dû repasser derrière. Non, non juste ChatGPT. Ah oui, d'accord, d'accord, ouais. Ouais, bah là, ouais, clairement, il y a des limites. Il y a des limites hallucinantes d'ailleurs. Petite blague avec hallucination. Ouais, bah, je t'invite, tu verras, Cursor, ça devient plus intéressant parce que tu peux mettre des rôles. Ça hallucine un peu moins, ça fait moins d'erreurs quand même. Ça s'oriente sur des belles choses des fois. Des fois, pas du tout. Mais voilà, je voulais amener ça. Cet article est sorti, bah, je l'ai vu là, mais pourtant il est sorti le 18 mai dernier. Des scientifiques ont étudié le télétravail pendant 4 ans. Vous vous rendez compte? 4 ans. Et tenez-vous, hein, accrochez-vous. Quel est le résultat? Eh bien, le travail à domicile, il nous rend plus heureux. Ah bon, on ne savait pas ça. Ben, en fait, ça dépend des personnes. Mais en moyenne, ça nous rend plus heureux. C'est des stats qui ont été faites, quoi. C'est un travail qui a été fait débutant avant la pandémie. Hein, avant la pandémie. Et voilà, c'est une conclusion qui ne fait que s'allonger par rapport au chemin totalement inverse de même ceux qui ont des entreprises autour de l'IA, genre OpenAI, où ils prônent à fond le retour au présentiel et tout, à fond, ils croient qu'il n'y a que ça, etc. Ben moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, je suis persuadé que c'est vrai, depuis toujours, et pour avoir vécu de cet travail, même avant qu'on en parle, j'ai dû faire du forcing pour l'avoir avec un des dirigeants que j'avais, j'ai réussi à l'obtenir. Forcing, bien sûr, hein, c'est fait en discussion, quoi, hein, mais j'ai vraiment insisté, ça a fonctionné. Mais à un moment donné, il me fait non, non, en tant que manager, tu peux pas, tu dois revenir. Voilà. What? Pourquoi? Non, je peux venir de temps en temps. Voilà, donc bon, c'était ça où j'avais plus de contrat. Bon, j'ai accepté, mais c'était il y a fort longtemps. Des employés ont démissionné de leur poste sans politique de travail à distance flexible, en effet, n'est qu'en un. Donc on voit que 87%, c'est quand même super cool. 87% ont au moins une journée par semaine. Ouais, mais oui, mais exactement, je te rejoins à ceux qui cherchent à fliquer, oui. On en est toujours à ce sujet-là, ouais. Et vous voyez ici, les employeurs qui continuent à travailler en remote, bah, il y en a 73% quand même. Et remote worker 83%, donc c'est pas mal. Le manque d'interaction avec les collègues, l'impact négatif sur la productivité reviennent toujours parmi les arguments mis en avant par les entités de travail. C'est sûr, on peut avoir un manque d'interaction. Clairement, pour l'avoir vécu, les formations en présentiel, j'adore ça, parce que je veux voir des humains côte à côte, comme j'adorerais vous voir toutes les personnes qui sont là durant ce stream, clair et net, et toutes celles qui vont le voir après, clair et net. Et en même temps, il n'y a pas besoin de voir tout le temps. Quoi, moi, personnellement, j'ai pas besoin. J'adore voir des humains. J'adore, c'est génial. On partage des bons moments, la machine à café, c'est top, on échange de super idées, on a même des fois des idées extraordinaires, on se fait des amitiés. C'est sûr. Et l'humain est fait pour le contact social. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien le télétravail, quoi. Pour prendre des décisions, ouais, ben c'est vrai que les décisions. Alors nous, pour prendre des décisions, hein, pour vous informer, moi j'ai 2 entreprises et les 2 entreprises, elles sont en full distanciel et ça fonctionne très très bien. Les prises de décision se font très bien, il n'y a aucun problème. C'est clair net. Par contre, on se fait 1 à 2 fois des réunions, genre de séminaires où on se voit en présentiel. Ouais, et on peut prendre des décisions aussi. C'est sûr que c'est agréable. Il n'y a pas le même, mais tous les jours je prends des décisions en distanciel. Et ça fonctionne très très bien. C'est juste qu'on y est habitué, mais c'est juste une façon différente de le faire. Par contre, voilà. Donc je trouve ça dommage qu'on enlève le distanciel pour des faux arguments en fait. Pour des faux arguments. Vraiment. Il n'y a pas besoin. Alors c'est sûr, les pots cigarettes, tout ce côté machine à café, c'est top. Et c'est vrai qu'en formation, pour l'avoir vu, oui, au TT, ouais, clairement. Finifana, ouais, clairement, je te rejoins, clairement. Et du full TT, ouais, et de temps en temps se voir, oui. En tout cas, moi, clairement, c'est ce que je prône depuis toujours. Il n'y a pas besoin de se voir tous les jours, même ou 1 fois par semaine, il n'y a pas besoin. C'est mon point de vue. Pour avoir été dans un autre domaine, j'ai aimé la période du Covid. Oui, mais moi aussi. Là-dessus, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Clairement. Le seul point, c'est pas voir ses proches, mais autrement, c'était cool. Clairement. Ouais, c'est un sujet, je trouve, qui est encore d'actualité, je trouve qu'il est lié à tout le climat actuel, anxiogène. Moi, c'est mon point de vue. Toute cette insécurité fait que on va revenir sur des acquis qu'on a, qui sont ce qu'on a appris. Et le présentiel, donc flicage, donc ah oui, là, l'entreprise, elle va pas bien, ou j'ai peur que ça aille mal. Donc, on a l'impression que quand c'est l'expansion que ça va, hop, ou quand on est obligé comme le Covid, et autrement, dès qu'il y a insécurité, ah, vite, revenir présentiel. Non, il y a des gens qui adorent le présentiel et qui en ont besoin. Et tant mieux pour eux, allez-y. Mais ceux qui n'en ont pas envie, pourquoi leur imposer? Toutes les missions que je vois aujourd'hui, c'est 3 jours par semaine en présentiel ou 2 jours par semaine. Mais what? Quel intérêt? Car, franchement, non. Moi, j'adore coder, j'adore bosser, j'adore développer, j'adore manager et tout ça, mais j'ai pas besoin d'être présentiel. Voilà. C'est mon point de vue. Mais ouais. Mais il y en a qui adorent. Donc, voilà. Donc, en tout cas, vous pourrez, si vous avez besoin d'arguments, si vous avez besoin d'arguments,
Hein? Mais prenez celui-ci. Imposé, j'aime pas. Mais oui, on est d'accord. Bon, il y a des cadres à respecter et après on voit comment on le fait, quoi. Donc, c'est sûr, il y a des métiers par contre. En tout cas, cette étude ne fait que prolonger toutes les conclusions similaires. Donc, le travail de domicile nous rend plus heureux, mais c'est aussi un apprentissage. Voilà, je vous ai amené ça, je trouve que c'est un sujet intéressant. Je vois que d'ailleurs ça vous anime. Moi aussi, ça m'anime, c'est un point qui est crucial. Moi, je ne bosse vraiment bien que quand je suis chez moi, clairement. Clairement. Dès que je vais voir des collègues, à part les formations bien sûr, mais même les formations, on passe plus de temps à la machine à café. C'est top, j'adore, mais si on parle du côté effectif, productif, j'entends, hein, ce qui n'est pas le sujet, hein. Il y a d'abord aussi l'épanouissement, vous savez que c'est important pour moi. Eh bien, en présentiel, personnellement, je passe moins de temps à être productif qu'en distanciel. Distanciel, moi je suis à fond dans mon boulot, quoi. Ça me paraît normal. Bon, après, il y a le distanciel des personnes qui font plein de choses à côté. Et ça, je comprends aussi, que ça peut faire peur. Mais bon, voilà, donc c'est un vrai sujet, et encore en 2025, on en parle, et on en parlera, je crois, encore tout le temps. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'IA fait tout notre boulot, les systèmes IA font tout notre boulot et ben, est-ce qu'on peut rester chez nous? Bon, voilà. Tout à fait vrai, beaucoup plus de temps à la machine à café à discuter pourquoi Jacqueline prend sa retraite dans 2 ans. Ouais, ça, par contre, le, le small talk, hein, comme disait quelqu'un qui m'a dit ça, les small talk, quoi, les discussions toutes courtes qui amènent juste la relation sociale. Ouais, c'est sûr que si on n'aime pas trop ça, c'est bon. Mais je sais que moi, ça va vite à discuter autour de dev. Et bah, des fois, on a même résolu des problèmes comme ça. Ah, je dis, ah non, merde, c'est une pause. Merde, une pause. Normalement, on n'a pas le droit de parler de code. Ah. Chacun. Ok, en tout cas, voilà, c'est à discuter. Reparler de ça si vous avez envie. Hein. Ne dites pas que c'est moi. Bah si, je m'en fous. Mais je trouve que c'est intéressant et que c'est encore un sujet qui le prouve. Vive le télétravail, quoi. Et donc l'article premier, c'est celui-ci. Et il va me rester une dernière étape. J'étais dans une boîte où notre temps était calculé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, je sais pas comment tu l'as vécu, mais toi, ça sort tout de suite, moi. Parce que j'ai vécu ça aussi, donc moi, ça me rappelle des... Ah, tu vas me dire, en fait, moi aussi, j'ai amené ça dans une de mes entreprises. Le temps était calculé, mais pas du tout de la façon qui est fait. Je m'explique, on l'a mis en place, j'en parlerai dans une vidéo. Je le fais juste en résumé là. Euh, le... J'avais dit en fait à mes salariés, enfin pas à mes salariés, quoi, les salariés qui travaillent avec moi, ok, vous respectez vos 8 heures et je veux pas que vous bossiez une minute de plus. Vous êtes payé pour 8 heures, je vous paye pour 8 heures, je vous paye pas pour 9 heures. Et donc du coup, au bout de 8 heures, ils partaient, ou 7 heures, hein, ça dépend. Là c'était 7 heures, ça fait 7 fois 5, 35. Hein. Mais si vous faites 8 heures, ben, vous faites 8 heures, donc il y a une heure, donc elle est calculée, et cette heure, vous la rattraperez demain ou après-demain. Ça vous fait un quota de temps à rattraper. Et donc, du coup, c'était pris en compte. Quand j'ai pris assez d'expérience. Ah ouais, je comprends. Mais ça dépend comment on le formule. Moi, pour moi, c'était le cadre au sens, t'es payé pour cette heure, je peux pas te demander, j'ai pas à te demander de bosser plus. Je dois pas. Si je t'ai embauché, c'est que tu bosses ces heures-là, t'es payé pour ces heures-là. Donc, du coup, moi, je vais calculer avec toi, c'est toi d'ailleurs qui vas calculer ton temps. Si tu as passé par contre une demi-heure au téléphone avec une amie, ok, bah, ça fait une demi-heure. Par contre, moi j'attends ce retour, ce qui est l'échange normal. Une demi-heure où bah, tu bossais pas. Et donc voilà, j'exagère sur une demi-heure parce que franchement, une demi-heure c'est rien. Mais c'est cette idée en fait que quand tu es au boulot, tu es au boulot. Et bah, si tu as 7 heures, tu as 7 heures. Et moi je vais pas payer plus. Et je l'ai forcé à partir. Hein. Je l'ai forcé à partir. Et donc on calculait le temps. Mais ça permettait d'avoir ce cadre intelligent au sens qu'il n'y avait pas d'abus. Tu vois, ce côté, pour moi, le temps calculé, je trouve que c'est sain, de mon point de vue, quand c'est bien fait. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est que si tu es payé à ton nombre d'heures, pour la manger, c'était juste une heure entre midi. Ah ouais, non, mais voilà, donc voilà, on est d'accord. Ça, c'est. Je te rejoins. Ah ouais, non, mais ça, d'accord. Être obligatoire, tu devais revenir à telle heure, non, non. Moi, dans l'idée, c'est de se dire, ok, tu fais pas plus que ce que tu es payé, quoi. Ce qui me paraît normal, non? C'est un point de vue, hein, pareil, hein, ça peut amener débat. Donc allez voir ça. Et je comprends ton ressenti clairement sur ce genre de choses. Mais en fait, je trouve que ça a du bon, hein, ça avait du bon. Je forçais les personnes à quitter le boulot. Hein. Je leur dis non, mais là tu es en train de faire des demi-heures. Soit c'est parce que demain tu t'en vas plus tôt parce que tu pars en week-end, soit autrement, tu t'en vas quoi. Euh, t'as ta vie à côté quoi. T'as ta vie à côté, bon sang. Vie, ta vie.
tout cas, c'est comme ça que je le vois. Yes. Et je vais finir cette... Bon voilà, je trouve que ça amène une réflexion en tout cas. Et je vais amener quelque chose qui peut faire des émules, qui peut faire réagir ou pas. C'est la dernière de la Curious News. Ben voilà, ça va faire 1 heure. C'est un sujet qui peut faire flipper. Selon, selon Sergey Brin, donc l'un des cofondateurs de Google, le poste qui serait le plus facilement remplacé, c'est manager. Je ris parce que j'ai beaucoup de discussions autour du management, à quoi il sert, pourquoi ça existe, qu'est-ce qui fait que dans une entreprise on a besoin de manager. C'est un vrai sujet que je travaille depuis des années. Et pour moi, on peut se passer de manager réellement. On peut créer des... Bon, je vous en parlerai. C'est super intéressant là, c'est que Sergey Brin dit qu'en gros, c'est les systèmes qui pourraient être le plus facilement remplacés. Juste des tâches la plus simple automatisées par l'IA. Je trouve ça tellement mais condescendant. C'est quoi, dire la plus simple à automatiser, quoi. C'est le titre, hein. C'est un peu putaclic, mais what? Donc faut-il remplacer les managers par des IA et garder des développeurs? Telle est la question. Mais pourquoi il y a besoin de managers? Telle est la question. Voilà. Et bah ouais, c'est un métier qui peut être intéressant ou pas. Et donc c'est la question à se poser de quels sont les points qui sont essentiels dans le métier de manager, qui sont essentiels. Et oui, les tâches managériales, il n'y a pas que juste gérer des tâches, hein, aider aux personnes à gérer les tâches, organiser. Il y a plein d'autres choses. Le manager, il a aussi un état qu'on appelle état coach. Et ça, on l'oublie souvent, c'est pas juste un IA. Et pourtant, on peut se dire qu'un système IA peut aller plus loin. Donc, je vous laisse sur cette question-là. Est-ce que un manager, le management peut être remplacé par l'IA? C'est la dernière question de cette Curious News. Et on aura terminé avec ça. Donc, si vous avez envie d'échanger, de débattre là-dessus pendant quelques minutes, c'est avec grand plaisir. Non, pas d'avis, je ne sais pas si vous avez encore entendu. Voilà, donc c'est un sujet vraiment que je trouve qui est intéressant à se poser comme question. Et toujours pareil, c'est comme notre rôle de dev, hein. Est-ce que notre rôle de dev, c'est juste du code? Est-ce que notre rôle de dev, c'est notre rôle de manager? Si vous êtes manager, c'est juste gérer des tâches? Peut-être pas. Il y a peut-être autre chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on croit que les systèmes IA font tout à notre place? Ça en dit beaucoup sur ce qu'on pense de nous, je trouve. Et je finirai par cette phrase. Par exemple, l'IA a permis de repérer un ingénieur talentueux mais discret. D'ailleurs, c'est pas un ingénieur, c'est une ingénieure. Mais discret, facilitant ainsi sa promotion. Donc, soi-disant, les systèmes IA auraient reconnu. En effet, il peut avoir moins de biais que des humains qui sont peut-être plus manipulables, je ne sais pas. Et je vais vous souhaiter une bonne après-midi, messieurs, dames. Merci d'avoir été présents sur cette Curious News, pour cette Curious News. On se retrouve semaine prochaine, mercredi aussi. Je serai dispo mercredi. Merci d'avoir été là. À ciao ciao. Avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Et je vais recommencer donc du coup très très bientôt les vidéos. Comme je disais, hein, j'ai pas le temps ce week-end, j'ai eu des soucis sur mon PC. Mais très très bientôt, les vidéos autres que la Curious News, c'est prévu. C'est prévu avec grand plaisir, Penifana. Avec grand grand plaisir. On se retrouve donc du coup mercredi prochain pour la Curious News, donc une fois par semaine, comme je vous disais. Et très bientôt vont arriver pas mal de vidéos. Et j'ai même prévu petit à petit, même un planning, vous saurez même ce qui est prévu. Comme ça, vous pourrez vous greffer. Et même proposer. Donc il y aura un système, je le développerai très prochainement. Ciao!